Le prochain son, c'est une reprise, faut toujours en faire une. Du coup, ça remonte à 95. On va chanter tous ensemble, machin, tout ça. Ok, allez. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Libérez nos camarades, ouvrez la cage aux soixantenaires, qu'ils fassent des promenades, du jardinage et du bricolage, des croisés et puis du sport, et aussi du soutien scolaire, qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. On veut que nos vieilles quittent les machines, s'envoient en l'air dans les glycides, qu'elles parlent fort à table, nous mettent minables au Scrabble, qu'elles repassent des diplômes, qu'elles nous fassent des tartes aux pommes ou qu'elles glandouillent au soleil si elles ont un peu la flemme. On s'arrêtera pas là, on veut entendre les cris de joie dans les parcs en été, des quinquas libérés, les cheveux gris au vent, courant à poil vers le levant, qu'ils puissent écrire et faire des rondes et réfléchir au nouveau monde. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. Sim, tudo isso vai desmanchar. Sim, tudo isso vai desmanchar assim que o vento mais forte chegar para lembrar a hora de voltar. Sim, tudo isso vai desmanchar assim que o vento mais forte chegar para lembrar a hora de voltar. Pro mar, pro céu de cor
Et bonjour à tous, bonjour le piquet de stream. J'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que tout fonctionne bien au niveau de la technique. Encore merci à toute l'équipe du piquet de stream. On est toujours là, le piquet de stream, ça fait quoi maintenant? 3 semaines, 4 semaines, on n'arrive même plus à compter. On est toujours là, toujours debout. La fatigue est présente, peut-être un peu de lassitude aussi, mais toujours la rage et l'envie de se battre contre cette contre-réforme des retraites et proposer quelque chose de meilleur, un monde meilleur. On continue toujours sur les caisses de grève, grève reconductible ou pas, ça commence à faire quelques journées de grève dans les pattes pour les gens et pour les gens les plus précaires, les gens qui ont des difficultés à faire grève et qui pourtant le font et qui se mettent dans le mal financièrement. Les caisses de grève, c'est important, c'est le piquet de stream. Et on y contribue, vous voyez, on en est à près de 47 000 balles, ce qui est tout à fait incroyable. Et on est toujours là pour manifester. On manifeste samedi après-midi, je crois, dans la plupart des villes où des cortèges sont prévus. N'hésitez pas à partager dans le chat, je crois que c'est toujours possible de le faire en lien. Les liens justement qui permettent de savoir où et quand sont les parcours les plus près de chez vous pour samedi. Grande journée, il va faire beau, il va faire chaud dans la plupart des endroits, si j'en crois la météo nationale, météo du Capital bien entendu. Et puis autre journée de grève le 16, et au-delà de ça, le débat au milieu de l'intersyndicale qui est de plus en plus fort sur maintenant ça va faire un mois que la lutte a commencé. Et qu'est-ce qu'on fait? Le débat, il continue au Parlement. On voit de belles interventions de parlementaires, mais à la fin, qu'est-ce que ça va donner? Donc, beaucoup de réflexions et beaucoup d'interrogations militantes. Et ça tombe bien, ce matin, on va en parler. On va continuer la lecture d'un bouquin qu'on a lu ensemble samedi matin. Je vous en représente la jaquette, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la couve, si vous voulez aussi. Joie militante, c'est écrit par Carla Bergman et Nick Montgomery. Ce sont des militantes canadiennes. Voilà, vive la retraite, chouette maman, on est bien d'accord. Et donc, le sous-titre, c'est Construire des luttes en prise avec leur monde, et c'est traduit par une militante écoféministe qui s'appelle Juliette Rousseau. Et c'est peut-être même un peu réducteur de la qualifier uniquement d'écoféministe, parce qu'elle est aussi, je crois, sur le décolonial, sur l'antiracisme, voilà, une militante intersectionnelle, si on peut se permettre cette expression, qui peut bien entendu faire débat, Voilà, donc on en a commencé ensemble la lecture de cet ouvrage samedi, on va la poursuivre ensemble. Avant ça, revenir en quelques mots sur pourquoi ce choix musical. Alors, je vous parle pas évidemment des vulves assassines, la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Et on se bat actuellement pour y revenir parce que, bon, voilà. Je vous propose de vous expliquer pourquoi le deuxième choix musical, c'est-à-dire Trupicha de Boldo, Canção do Mundo Maior, donc un groupe brésilien, un groupe choral, vous l'avez vu. Elles sont une bonne dizaine sur scène. Et elles chantent tout simplement, alors c'est une reprise, c'est pas dès une chanson qui s'appelle Chanson du monde meilleur, si cette traduction est pas trop approximative. Mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Et c'est donc, vous l'avez vu, de la musique live, parce que la musique live c'est bien, et c'est comme ça peut-être même que c'est le mieux, et c'est de la chanson qui vient sur cette question de comment le monde, on peut le rendre meilleur avec toute la militance que ça nécessite, et comment on l'a fait cette militance. Ça parle un peu, je dis bien, de ça. Coucou Marcel, coucou Laurette, bienvenue. Ici, on est sur le piquet de stream. Moi, c'est Qu'est-ce que t'en dis? Et ce matin, on va poursuivre la lecture de ce bouquin, Joie militante, de Carl Bergman et Nick Montgomery.
Sous-titre « Construire des luttes en prise avec leur monde », traduction de Juliette Rousseau. J'espère que toutes et tous vous allez bien. Je suis passé rapido parce que j'avais plein d'autres trucs à faire avant le stream. Chez toi Marcel, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, ça s'est bien énervé sur la surveillance généralisée, la vidéosurveillance, tout ça. Donc c'est bien. Si vous êtes chaud, on va continuer à se mettre bien, et on va continuer à se mettre bien en se donnant de la perspective de se sortir un petit peu de ce brouillard, de cette espèce de poisse de milieux militants qui peuvent être parfois toxiques pour bien des gens et pour bien des raisons. Comment on se sort de tout ça? Joie militante n'a pas la recette parfaite, mais nous propose des pistes dont on pourra discuter ensemble ce matin. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je vais juste pas vous lire et vous allez pas juste m'écouter. Bien sûr, le bonjour à tous les lurkereuses, hein. Et si vous lurkez, c'est ok aussi. Être présente, c'est aussi une façon de montrer son soutien. Mais si vous voulez bien partager au fil de la lecture vos expériences militantes, dire aussi les choses qui peuvent s'être un peu mal passées, si c'est ok pour vous de le dire, ou même vous dire comment on s'est sorti d'une situation militante difficile, c'est l'occasion. Alors, tout ça, en plus, je le fais pas totalement par hasard, et je suis content de le faire aussi sur Piquet de Stream, parce que je le disais au tout début, pour celles qui n'étaient pas là au tout début. Voilà, Piquet de Stream, ça fait, je crois, maintenant 4 semaines complètes. Ça entre dans sa 5e semaine aujourd'hui, si je compte bien. Et voilà, la fatigue dans la lutte est présente. Forcément, tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Forcément, chacun arrive avec son expérience, avec ses a priori, avec ses difficultés interpersonnelles, avec ses zones d'ultra-sensibilité. Et faire vivre ce collectif, c'est un combat de chaque jour, hein. Comme on disait dans les années 70 à gauche, en France, l'union est un combat, quoi. Mais également, comme le disent comme le dit la gauche anglo-saxonne, unis nous sommes debout et divisés on tombe. Donc voilà, c'est tout l'enjeu aussi de cette lutte que nous vivons actuellement, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on retient de nos expériences militantes pour faire toujours mieux, sans se mettre non plus une pression impossible à gérer, et en étant aussi dans des distinctions un petit peu fondamentales du type qu'est-ce qui relève de la maladresse, qu'est-ce qui relève de l'intention de nuire, tout simplement aussi des trucs aussi basiques que qu'est-ce qui est une erreur et qu'est-ce qui est une faute, et comment on peut travailler tout ça. Donc ce matin, on commence la journée Piquet de Stream. Après, je sais qu'il y a un programme un peu différent dans le ton, mais on commence le Piquet de Stream avec toutes ces questions-là. On se pose tranquillement, on réfléchit. J'ai un thermos à côté de moi, avec ma petite tisane qui m'invite dans son étiquette à être fier de ce qu'on est. Donc, soyons fiers de ce qu'on est, ou plutôt... sachons-nous dire aussi les unes et les autres quand on a fait des trucs bien, et se féliciter, et sans tourner au fanatisme, dire aux gens aussi de l'admiration quand on est impressionné par ce qu'est le fond, quoi. Voilà, et c'est parti, on commence. Donc j'ai promis à celles qui m'ont interrogé avant ce stream sur mais c'est une suite de lecture, tu vas pas reprendre au début. Non, je vais pas reprendre au début la lecture. La dernière fois, donc c'était samedi, sur cette même chaîne, on a lu l'intro du bouquin qui faisait une 40aine de pages, où il y avait une présentation assez dense de tout un tas de notions sur lesquelles on va revenir très rapidement. Et puis on avait commencé le chapitre 2, hein. J'avais proposé à celles qui étaient présentes dans le chat de voter pour commencer sur un chapitre, parce qu'on ne savait pas si on reprendrait ces lectures sur cette chaîne, ailleurs, etc. Là, on va reprendre la lecture au chapitre 1, mais pour que vous ne soyez pas
pas perdu sur les intentions, justement, toujours la question des intentions et des choses sur lesquelles on peut être sur des a priori. Les intentions des auteurices de ce bouquin, elles sont exprimées, je trouve, assez bien dans la 4e de couve, au dos du bouquin, et il y a même une petite présentation des auteuristes. Donc pour celles qui n'ont pas suivi l'épisode précédent, je me suis dit que voilà un bon résumé pour commencer ce matin ensemble. On est ensemble jusqu'à midi, hein, donc on a du temps. Voilà, une tisane avec des messages de développement personnel est exactement Nagual, mais je ne citerai pas de marque. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le droit de raconter sa vie pour autant ? J'irai pas jusque-là, mais je suis pour en même temps. Ça, c'est mon approche personnelle. Je me permets de la partager ici. Moi, je suis pour que on n'ait pas des débats désincarnés. On est des êtres vivants, on a des affects, on a des émotions et on a des expériences. Et si on ne se sert que de théories pour fonder, y compris nos comportements militants, je suis pas sûr que ce soit la façon la plus efficace de militer, quoi. Voilà. Coucou Jachou, coucou toutes celles qui arrivent là en cours. Hein. Je suis concentré sur ma lecture, donc j'ai pas forcément le temps de tous vous saluer, mais j'espère que vous allez bien. Et on n'oublie pas que pour celles qui peuvent, on est là pour donner. On est à un peu plus de 46 500 € ce matin. Donc, pour celles qui peuvent, on continue aussi le combat de cette façon-là. Voilou. Alors, je vous le disais, le dos de la couve. Alors, je m'excuse aussi, je viens juste d'installer chez moi un dispositif qui permettra, dans un futur proche, qui me permettra de montrer ce que je lis quand je suis sur du papier, en même temps que je le lis. Donc, vous verrez pas s'afficher le texte à l'écran. Je tâcherai de rendre ma lecture aussi comment dire, agréable, aussi facile que possible, mais je n'ai pas pour l'instant de dispositif qui me permet de vous montrer tout ça. Donc je vais faire en sorte que pour autant ce soit le plus agréable possible. Alors, je commence la lecture de cette jaquette. À quoi ressemble la joie dans les milieux de lutte ? Qu'est-ce qui nous rend collectivement et individuellement plus capables, plus puissantes ? Et pourquoi parfois les milieux radicaux produisent tout l'inverse et nous vident de tout désir ? C'est à ces questions que Joie militante, je remonte le bouquin, hop là, c'est ça. Merci camarade pour tes 29,93 €. Merci. Ça nous fait un petit 49,3 à la fin. Bien vu et merci beaucoup à toi. Donc je lisais donc c'est à ces questions que Joie militante tente de répondre, combinant propositions théoriques, analyse de cas pratiques et entretien avec des militantes issues de luttes diverses. Féminisme, libération noire, résurgence autochtone, squat, occupation, lutte queer, anticarcérale, d'autonomie des jeunes, anarchisme, autonomisme et écologie radicale. Donc si cette énumération est incomplète, elle l'est forcément. C'est notamment pour une raison, comme tout propos, ce propos est situé, et donc le propos des auteuristes en question, qui sont traduits par une militante française, Juliette Rousseau, qui, on l'a vu samedi ensemble, fait la démarche d'essayer d'adapter le contexte militant des auteuristes, exposés par les auteuristes ici, à notre contexte hexagonal. Donc si cette liste est incomplète, c'est que ce propos est situé, que l'auteur et l'autrice sont canadiennes et canadiens. Voilà. D'où peut-être notamment la mention de la résurgence autochtone dans l'énumération que je viens de vous lire. Hein. La joie, au sens spinoziste du terme, renvoie à notre capacité à affecter et être affecté, à prendre activement part à la transformation collective, à accepter d'en être bouleversé. La joie telle qu'elle nous est ici proposée est une façon d'habiter pleinement nos mondes, nos attachements, plutôt que de chercher à les diriger.
Cette distinction, je ne sais pas si elle est super claire pour tout le monde, et en particulier pour celles qui n'ont pas suivi le stream de samedi dernier, encore une fois, parce que l'idée, c'est de ne pas faire, en gros, si j'essaie de le dire autrement, il ne s'agit pas de dire que la joie est une espèce de recette magique pour prendre le pouvoir. La joie n'est pas un enjeu de pouvoir. La joie est une espèce de construit qui va nous permettre de nous sentir mieux, de nous sentir plus à l'aise, de nous sentir plus sereine et serein, et de mieux agir ensemble. C'est à ne pas confondre avec d'autres notions. Je crois d'ailleurs que dans le chapitre 1, dont on va faire la lecture après, l'autrice et l'auteur reviennent sur tout ça. Alors, ce livre paru aux États-Unis en 2017 y est déjà devenu un incontournable pour penser différemment le militantisme et les luttes. Il s'agit maintenant d'ouvrir également ces discussions au contexte français. Donc le bouquin, ce qu'il faut retenir de cette phrase qui fait un peu plus maison d'édition, là, achetez mon bouquin, pas cher, c'est de la qualité. 16 balles quand même, hein. Ce livre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est paru en 2017, donc il est quand même assez récent et relativement adapté à nos luttes et actuel, et surtout, il a été adapté au contexte français et la traduction est sortie, si je ne me trompe pas, en 2021. Donc, pour vous présenter rapidement les auteurs, les autrices et les auteurs, et l'auteur plutôt. Donc, on a Carla Bergman, qui est autrice, activiste, réalisatrice et productrice. Elle a notamment co-dirigé Emma Talks à Vancouver, donc on est bien au Canada. Organisation et diffusion d'une série de discours de femmes, personnes trans et non-binaires, militantes, autrices, intellectuelles. On a aussi, donc on a la co-tenage de plume, Nick Montgomery, qui est chercheur, auteur et militant. Il travaille sur la notion d'alternative au système de pouvoir. Donc, il s'intéresse au féminisme, à l'anarchisme, à la permaculture, à la décolonisation, à l'antiracisme, tout ça. Et il est chercheur à la Queen's University de Kingston, dans l'Ontario, au Canada aussi. Donc, Ontario, c'est un peu de l'autre côté du Canada, mais elles arrivent à bosser ensemble et notamment à faire des bouquins ensemble, GG à LE. Et donc, la traductrice Juliette Rousseau, peut-être que certains d'entre vous la connaissez un peu plus. Et bonjour à celles qui arrivent, salut à toi Junior. Donc Juliette Rousseau, elle a traduit cet ouvrage et elle a coordonné de multiples événements politiques internationaux, des sommets des peuples, contre G8 et contre G20. Elle est l'autrice de Lutter ensemble, paru aux éditions Cambourakis, collection sorcière. Elle s'attache à questionner les pratiques d'organisation militante, à même de conjuguer puissance collective et libération face aux oppressions systémiques. Autant vous dire que d'une part, elle s'y connaît en milieu militant avec toute leur force et tout leur côté parfois toxique, nuisible, etc., qu'elle a réfléchi sur la question et que quand elle a peut-être lu ce bouquin en VO, elle a dû se dire ça, ce serait quand même pas mal de le traduire. Voilà pour la présentation. On peut maintenant enfin démarrer la lecture du chapitre 1. Le chapitre 1 qui s'appelle « L'Empire, le militantisme et la joie ». Donc c'est l'Empire avec un grand E. Dans l'introduction du bouquin, l'autrice et l'auteur ont essayé de présenter un certain nombre de notions sur lesquelles on reviendra au fil de la lecture pour pas que vous soyez perdus. Donc l'Empire, c'est, si vous voulez, l'ensemble des formes de domination qui sont entrelacées, imbriquées entre elles, et ça désigne notre, en gros, ça a vocation à désigner notre ennemi avec tout ce que ça veut dire, Imperium, l'Empire et la rébellion, tout ce que ça véhicule de culture pop aussi, bien sûr. Je vais évidemment pas aller plus loin dans les rêves qui, je le sais, dans les milieux militants, sont controversés, et pourquoi pas. Isoke. Est-ce que l'Empire va contre-attaquer dans le tome 2 ? Certainement, j'ajoute certainement.
On peut malheureusement le craindre. L'Empire contre-attaque beaucoup. Et même, il attaque tout court d'ailleurs, sans qu'on lui ait rien demandé. Donc voilà. Alors, chaque chapitre de ce bouquin commence par des citations de gens que je connais pas forcément, mais qui sont peut-être plus connus au Canada, par exemple, et dans les luttes canadiennes. Et donc, ça commence par cette première citation de Brian Massumi, que je connais pas. Et ce Brian Massumi dit « Un concept est une brique, il peut être utilisé pour ériger un tribunal de la raison, ou il peut être envoyé dans une vitrine. » Intéressant ? J'aime bien, ça punchline bien là, cette citation. Un concept et une brique qui peut être utilisé pour ériger un tribunal de la raison, c'est-à-dire que ça crée une espèce de norme qui ne tolère pas le moindre écart et qui suppose que le moindre écart sera jugé et puni, surtout puni, hein, la notion de châtiment qui existe aussi dans les milieux militants, quoi. Où il peut être envoyé dans une vitrine en mode les normes sont déconstruites, si on veut en changer, on continue de le faire, y compris dans nos milieux, dans les alternatives qu'on essaie de construire. Si ça va pas, on va pas s'agripper comme à des totems ou à des fétiches. Deuxième citation. Personnellement, je veux nourrir la vie quand je pars en lutte. Je veux que le fait de nourrir ma vie soit, en caps, en majuscule, ma lutte. C'est de Zainab Hamadahi. Voilà, ça s'écrit A-M-A-D-A-H-Y. Premier sous-titre, première partie de ce chapitre 1, la résistance et la joie sont partout. Dans nos villes, dans nos campagnes. Quiconque a déjà été transformé par une lutte peut témoigner des pouvoirs de celle-ci, à ouvrir la voie à de nouvelles capacités de résistance, de créativité, d'action et de nouveaux imaginaires. Cette sensation qui vient du pouvoir collectif, l'impression que les choses sont différentes, que nous sommes différentes, qu'un nous plus puissant est en train d'apparaître qui n'existait pas auparavant, est ce que nous appelons la transformation joyeuse. La transformation joyeuse consiste en une nouvelle conception de la lutte, qui émerge déjà dans différents mouvements aujourd'hui. Être une militante de la joie, c'est être à l'écoute des situations ou des relations et apprendre à participer à la transformation et à la soutenir plutôt que de la diriger ou de la contrôler. Donc, plutôt écouter que dire, plutôt apprendre à participer et à soutenir plutôt que chercher avant tout à diriger, à contrôler, à être le chef, à être le leader, à être le secrétaire général. Voilà. Un peu partout, les gens sont en train de rétablir, de faire vivre et de réinventer des mondes plus intenses et vivants que la forme de vie servie par l'Empire. Le réseau de contrôle dont on parlait chez Marcel tout à l'heure, qui exploite et administre le vivant, depuis les formes les plus brutales de domination jusqu'à l'instillation la plus subtile de l'anxiété et de l'isolement, est ce que nous désignons par empire. Il inclut l'imbrication des systèmes de colonisation de peuplement, de suprémacisme blanc, d'État, de capitalisme, de validisme, d'agisme et d'hétéropatriarcat. N'utiliser qu'un seul mot pour englober tout cela est risqué, car cela peut aboutir à faire de l'empire une chose statique, quand c'est, en réalité, un ensemble complexe de processus. Ces processus privent les personnes de leur pouvoir, de leur créativité et de leur capacité à se connecter les unes aux autres et à leur monde. L'empire, dit autrement, l'empire se réinvente constamment, il est très pluriel, il sait agiter les formes de domination dès lors qu'il peut gagner son avantage, et pour autant, il faut préciser une chose aussi, c'est que l'Empire, et c'est ni ma présentation ni la thèse de l'autrice et de l'auteur, c'est pas un petit groupe de personnes qui se réunissent dans une salle pour dire aujourd'hui on va bien emmerder les dominés en leur faisant ceci, en leur faisant cela. C'est plutôt un système. C'est un système
qui a une organisation elle-même complexe. Participer de ce système, c'est participer de coalitions d'intérêts communs, d'intérêts à perpétuer des formes de domination à travers des notions notamment de transfert, de transmission de capital par héritage, voilà, plutôt que de la redistribution. Et je pense en ça à toute forme de capitaux. Mais ce n'est qu'une approche partielle qui a vocation à essayer d'illustrer et d'étoffer un peu et d'étayer le propos qui est tenu ici. Voilà, je vois que vous écoutez sagement. N'hésitez pas, y compris à poser des questions s'il y a des notions qui vous semblent moins claires. Hein. Voilà. Mais si vous n'en posez pas, si vous n'intervenez pas, c'est OK aussi. Hein. Je reprends la lecture. Donc, nous disons monde au pluriel parce que le pouvoir de l'Empire consiste en partie à nous amener toutes dans le même monde, avec une seule morale, une seule histoire et une seule direction, et à convertir les différences en divisions hiérarchiques et violentes. À mesure que d'autres mondes émergent par la résistance et la transformation, ils révèlent plus encore la violence de l'Empire. Les insurrections et les révoltes dans les rues révèlent que la police n'est rien d'autre qu'un gang armé et que le maintien de l'ordre, entre guillemets, est une guerre qui se mène par d'autres moyens. Lutter contre la violence sexualisée révèle la façon dont la culture du viol continue de structurer la vie quotidienne. La résurgence autochtone révèle le caractère concret et persistant du colonialisme de peuplement et la farce des excuses pour le génocide et la dépossession, comme si ceci faisait partie du passé. Ça, c'est une lutte qui est absolument centrale, très vivante et très compliquée, très dure au Canada aujourd'hui. Et pas qu'au Canada, bien sûr. Hein. Tenir des assemblées dans lesquelles les gens peuvent formuler les problèmes ensemble, prendre des décisions collectivement et prendre soin les uns les unes des autres révèle l'aliénation profonde et l'individualisme qui caractérisent la vie sous l'Empire. Essayer d'élever des enfants ou simplement partager un espace avec eux, sans les contrôler, et quand on veut avoir des enfants bien sûr, révèle à quel point l'agisme et l'école étouffent les jeunes personnes et créent une ségrégation entre les générations. Les luttes contre la négrophobie et le suprémacisme blanc révèlent les continuités entre l'esclavagisme, l'apartheid et l'incarcération de masse, à travers lesquelles les chasseurs d'esclaves se sont transformés en policiers et les plantations ont donné leur forme aux prisons. Les mouvements de personnes exilées révèlent la violence qui relie les frontières à l'impérialisme et à la citoyenneté. Et la résistance constante au capitalisme, même lorsqu'elle est fugace, révèle la subordination, l'humiliation et l'exploitation requises par le capital. À mesure que ces luttes nouent des liens et entrent en résonance, la précarité de l'Empire se révèle partout, quand bien même il continue d'être envahissant et dévastateur. Donc, dit autrement, encore une fois, les résistances agissent en révélateurs, les luttes agissent en révélateurs de la violence, de la domination de l'Empire, d'où l'enjeu pour l'Empire d'invisibiliser les luttes, d'invisibiliser leur histoire, de faire en sorte que leur mémoire ne se transmette pas, que l'histoire continue d'être racontée plutôt par les dominants que par les dominés, et qu'elle soit racontée du point de vue des dominants que du point de vue des dominés. C'est voilà, un élément important déjà pour comprendre dans quel contexte on lutte, justement. Nous vivons dans un monde d'horreur imbriquée, cela ne fait aucun doute. Les frontières se resserrent autour des corps, tandis que le capital circule toujours plus librement. Des grandes entreprises assèchent des lacs pour vendre de l'eau en bouteille. La dette prolifère en tant qu'outil de contrôle et de dépossession. Les gouvernements et les grandes entreprises attaquent les terres et les corps autochtones tout en annonçant des initiatives étatiques de reconnaissance et de réconciliation. La surveillance fait preuve de plus en plus d'ubiquité. L'addiction, la dépression et l'anxiété prolifèrent au même rythme que les nouvelles drogues qui permettent au corps de continuer à travailler. La gentrification déchire des quartiers pour ouvrir la voie à des immeubles lisses.
Les gens restent coincés dans des boulots qu'ils détestent. Le monde entier est en passe de devenir toxique. Des bombes sont lâchées par des drones contrôlés à distance par des soldats derrière leurs ordinateurs. Un certain discours bien rodé sur la criminalité construit les corps noirs comme des menaces. Pas que les corps noirs d'ailleurs. Et en fait des cibles pour la prison et les meurtres. Les catastrophes climatiques et écologiques s'intensifient tandis que les chefs d'État débattent des objectifs de réduction d'émissions. De plus en plus d'entre nous dépendent de la nourriture et des gadgets produits à l'autre bout du monde dans des conditions brutales. On nous encourage à passer plus de temps à toucher des écrans que les gens que nous aimons, si consentis bien entendu. Il est plus facile pour nombre d'entre nous d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. Nous nous doutons que quiconque lit ceci est déjà au courant de cette horreur, et je pense que vous présente ce matin aussi, bien entendu, et la ressent d'une manière ou d'une autre. Quand nous disons que les luttes révèlent la violence de l'Empire, cela ne veut pas dire que personne n'était au courant avant ça. Mais les poussées de résistance et d'insurrection rendent ce savoir palpable, d'une façon qui impose d'y réagir. Ce n'est pas que les gens comprennent d'abord comment l'oppression fonctionne, puis trouvent les moyens de s'organiser ou résister. C'est plutôt que la résistance, la lutte et l'expérience des transformations rendent le pouvoir collectif sensible et permettent de tracer de nouvelles voies. C'est déjà par la lutte, par son émergence, par sa simple existence, que l'Empire, avec un grand E, est ébranlé et que sa fragilité, en plus de sa violence, est révélée. Et alors moi, je trouve que c'est une thèse déjà très intéressante et qui, bien entendu, donne de la perspective et qui a vocation à nous donner de l'espoir, en fait. De l'espoir et de l'insoumission. De l'insoumission. Alors, pendant toi ici présent, je ne sais pas ce que tu as voulu dire, Donio, tu as dû vouloir réagir à un truc que j'ai dit ou que j'ai lu juste avant. Je m'hydrate un peu. Alors. Voilà. Fin de la première partie du chapitre 1. Deuxième partie, elle s'intitule « Tristesse et soumission » avec une petite citation Deleuze et Guattari. « Non, les masses n'ont pas été trompées. Elles ont désiré le fascisme à tel moment, en telle circonstance, et c'est cela qu'il faut expliquer, cette perversion du désir grégaire. » Pour pouvoir régner, ceux qui sont au pouvoir doivent continuellement écraser et mater les forces de transformation. Ils n'ont pas seulement besoin d'obéissance, ils ont besoin que leurs sujettes soient privées de leur propre capacité. Comme l'écrit Audre Lorde, toute oppression doit corrompre ou déformer dans la culture de ceux qu'elle opprime ces différentes sources de puissance capables de générer l'énergie nécessaire au changement. L'emprise de l'Empire est de plus en plus affective. Elle imprègne nos émotions, nos relations et nos désirs, propageant des sentiments de honte, d'impuissance, de peur et de dépendance. Elle donne l'impression que les relations capitalistes sont inévitables, voire désirables pour certaines. Une idée importante et qui est partagée par de nombreux courants radicaux est que ces formes de violence et de contrôle sont en définitive toxiques pour tout le monde. Pour que les hommes puissent, entre guillemets, jouir des bénéfices de la masculinité patriarcale, ils doivent éviscérer leur capacité à se montrer vulnérables ou à prendre soin d'autrui, et les remplacer par un rapport au monde violent et déconnecté qui repose sur la honte et la blessure. Je vous renvoie notamment aux travaux d'Olivia Gazalet pour ça. Pour que les personnes blanches deviennent blanches, elles doivent intérioriser le fait de sentir légitimes des privilèges qui sont les leurs, ainsi qu'une hostilité envers la différence, tout en omettant le fait que leur vie dépend de la violence institutionnalisée et de l'exploitation. Les colons doivent construire leur vie sur l'héritage bien vivant d'un génocide, tout en continuant d'être redevables des processus continus d'extraction et de dépossession.
Être privilégié par l'Empire veut dire être protégé de ces formes les plus extrêmes de violence et de dégradation, et d'être enrôlé, on est toujours dans la métaphore militaire, dans une forme de vie abrutissante qui recrée cette violence. La plupart de ce que l'on appelle privilège n'a rien à voir avec l'épanouissement ou la joie. C'est la raison pour laquelle les hommes blancs privilégiés comptent actuellement parmi les êtres vivants les plus coincés et émotionnellement diminués. Alors on ne va pas non plus verser nos larmes sur les dominants, mais juste... on va voir où l'autrice et l'auteur veulent en venir de leur côté. Moi, j'ai quelques idées sur cette question et cette forme de male tears, crise de la masculinité, être dominé dans sa domination qui revient beaucoup pour le patriarcat, en particulier, en tout cas dans ce champ-là que j'en ai surtout entendu parler en ce qui me concerne. Mais on va voir ce que l'autrice et l'auteur veulent, là où elles veulent en venir. Rien de tout cela ne vise à nier qu'il y a des plaisirs, de la richesse et de la sécurité associés à la blanchité, à la masculinité hétéropatriarcale et à d'autres formes de privilèges. Il s'agit plutôt d'insister sur le fait que potentiellement, tout le monde peut avoir un enjeu à défaire les privilèges et la violence continue qu'ils requièrent pour être garantie dans le cadre d'une lutte transformatrice. Comme l'écrit Jack Halberstam dans l'introduction à l'ouvrage de Fred Moten, The Undercommons, citation. La mission pour les habitantes des Undercommons est alors de reconnaître que lorsque vous cherchez à améliorer les choses, vous ne le faites pas que pour l'autre. Vous devez également le faire pour vous-même. Si les hommes pensent peut-être qu'ils font preuve d'intelligence en se tournant vers le féminisme, si les blanches pensent peut-être qu'ils et elles ont raison de s'opposer au racisme, personne ne sera vraiment en capacité de remplir vraiment sa mission, d'abolir ce truc de merde, tant qu'il ou elle n'aura pas réalisé que ces structures auxquelles il ou elle s'oppose ne sont pas seulement mauvaises pour certaines d'entre nous, elles sont mauvaises pour nous toutes. Les hiérarchies de genre sont mauvaises pour les hommes comme pour les femmes, et elles sont vraiment mauvaises pour le reste d'entre nous. Les hiérarchies raciales ne sont pas rationnelles et ordonnées, elles sont chaotiques et insensées, et doivent être affrontées précisément par toutes celles et ceux qui en tirent des bénéfices de quelque façon que ce soit. Ou, comme le dit Moten, citation dans la citation, on est dans la citation Inception, la coalition émerge de ta reconnaissance du fait que c'est tout pété pour toi, de la même façon qu'on a déjà reconnu que c'est tout pété pour nous. Je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai juste besoin que tu reconnaisses que cette merde te tue toi aussi, quoique beaucoup plus doucement, espèce de bolos. Tu comprends ? J'aime bien cette citation. Je vais vous la relire. Donc ça, c'est Moten, je ne connais pas. Mais cette personne a dit... La coalition émerge de ta reconnaissance du fait que c'est tout pété pour toi, de la même façon qu'on a déjà reconnu que c'est tout pété pour nous. Je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai juste besoin que tu reconnaisses que cette merde te tue toi aussi. Quoique beaucoup plus doucement, espèce de bolos, tu comprends ? Voilà. Je poursuis la lecture. L'Empire est en train de nous tuer toutes, de différentes façons, et nous sommes toutes marquées par des héritages incroyables, de luttes et de révoltes de différentes façons. Ces formes de contrôle ne sont jamais totales, jamais garanties. Le mot sabotage vient de celles et ceux qui ont détruit les machines dans les premières usines en Europe, en jetant leurs sabots dans les engrenages. Là, on fait un peu d'histoire populaire. Wink, wink. J'ai pas encore dit Howard Zinn ce matin, allez hop, c'est fait. Les esclaves ont brisé leurs outils au chant, empoisonné leurs maîtres, appris à lire en secret et inventé des formes de chant et de danse subversives. L'Empire réagit à la résistance en enracinant et en accumulant ce que Spinoza appelait tristesse, c'est-à-dire la réduction de notre capacité à affecter et à être affecté. Une espèce d'aliénation et d'annihilation de nos émotions, en quelque sorte. Nous avons choisi de ne pas beaucoup utiliser ce mot dans ce livre parce que nous avons découvert qu'il peut induire en erreur à plusieurs égards, mais le concept de tristesse est important pour Spinoza. S'il y a besoin que je revienne sur Spinoza, d'ailleurs, vous me le dites dans le chat, vous n'hésitez pas. De la même façon que la joie peut être confondue avec le bonheur, on peut facilement entendre triste, selon son sens le plus familier, à savoir comme une émotion, plutôt que comme Spinoza l'entendait, une réduction des capacités.
Pour Spinoza, la tristesse ne peut pas être évitée ou éliminée complètement. Elle fait partie de la vie. Toutes les choses gagnent en intensité, s'estompent et finissent par mourir, et le processus peut générer de la réflexion, de la résistance et de l'action. La tristesse et la joie peuvent être imbriquées selon des schémas complexes, mais l'Empire accumule et diffuse de la tristesse. S'inspirant de Spinoza, voici ce qu'en dit Deleuze. Nouvelle citation de Deleuze. Nous vivons dans un monde plutôt désagréable, où non seulement les gens, mais les pouvoirs établis ont intérêt à nous communiquer des affects tristes. La tristesse, les affects tristes, sont tous ceux qui diminuent notre puissance d'agir. Les pouvoirs établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves. Le tyran, le prêtre, les preneurs d'âme ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous réprimer que de nous angoisser, d'administrer et d'organiser nos petites terreurs intimes. L'Empire propage et transmet des affects tristes. La tristesse nous colle à la peau. Nous sommes poussés à désirer ces rythmes. Des situations terribles sont construites de façon à être perçues comme inévitables. Pour cette raison, nous parlons de l'enracinement de la tristesse de Spinoza comme de ce qui étouffe, ce qui appauvrit, ce qui vide de toute force, ce qui individualise et ce qui isole. Mais cette tristesse enracinée peut ne pas être ressentie comme une agonie ni même comme quelque chose de désagréable. Elle peut être ressentie comme une forme de confort, d'ennui ou de sécurité. Nous avons trouvé que la notion d'assujettissement était utile ici, parce qu'elle dépasse une simple notion de pouvoir descendant. Au cours d'une interview, l'activiste et universitaire trans Dean Spade explique pourquoi il utilise ce terme plutôt que celui plus répandu chez les militantes d'oppression. Citation donc de l'activiste et universitaire trans Dean Spade. Assujettissement suggère un ensemble de relations plus complexes, dans lesquelles nous sommes construites comme sujettes par ces systèmes, nous entrons en résistance à l'intérieur de ces systèmes, nous organisons et sommes organisés à l'intérieur de ces systèmes, et à certains moments, nous pouvons percevoir et exploiter les brèches de ces mêmes systèmes. J'ai choisi d'introduire ce terme, malgré le fait qu'il soit peu familier aux sphères militantes que je fréquente, parce que j'ai eu le sentiment qu'il va dans le sens de mon explication sur la façon dont marche le pouvoir. Fin de citation. De nos jours, en particulier dans les centres des métropoles, des soi-disant pays développés, les sujettes sont prises dans un tissu de contrôle dense. Certaines d'entre nous sont menées vers des formes de vie compatibles et complices avec l'exploitation et la violence continue, pendant que d'autres sont sélectionnées pour une mort lente. De nouvelles formes d'assujettissement sont inventées pour contenir chaque nouvelle rébellion, enrôlant des sujettes pour participer à la contenir. Les prisons et le maintien de l'ordre en viennent à être perçus, particulièrement par les personnes blanches, comme une forme de sûreté et de sécurité. La misogynie est érotisée et l'objectivation atteint de nouveaux sommets en prenant de nouvelles formes. Les désirs d'abondance et de luxe s'enracinent pendant que les inégalités s'accroissent. Avec les téléphones portables et les réseaux sociaux, la surveillance et le contrôle se font de plus en plus participatifs. Quand elles fonctionnent, ces formes d'assujettissement ne sont pas ressenties comme imposées, mais comme désirées, comme une étreinte chaleureuse ou quelque chose qui ne cesse de nous titiller. Ça, c'était la sous-partie du chapitre 1 du bouquin. Je rappelle qu'on est en train de lire ça, Joie militante, et qu'on lisait la sous-partie qui s'appelle Tristesse et soumission. Une partie pas très drôle. Voilà. Sous-partie suivante, partie suivante du chapitre 1. La joie n'est pas le bonheur. Pour toutes ces raisons, nous voulons distinguer le bonheur de la joie, de façon à clarifier plus encore ce que nous entendons par militantisme joyeux. Le bonheur que nous offre l'Empire n'est pas la même chose que la joie, même s'il est d'usage de les comprendre comme des synonymes. Par exemple, l'Oxford English Dictionary définit la joie comme un sentiment profond de plaisir ou de bonheur.
Mais alors que la transformation joyeuse est à même de défaire les effets abrutissants de l'Empire, le bonheur est devenu un outil d'assujettissement. Sous l'Empire, le bonheur est vu comme un devoir et son absence comme un problème, une espèce d'injonction au bonheur, à être heureux. Et donc tout le côté développement personnel aussi y passe, bien sûr. Plutôt que des produits, les entreprises de marketing vendent de plus en plus d'expériences de bonheur. Le bonheur, ce sont des vacances relaxantes à la plage, une nuit de fête dans un bar, une boisson rafraîchissante pendant une journée chaude, ou la satisfaction et la sécurité de la retraite. En tant que consommatrices, nous sommes encouragés à développer des connaissances fines, à savoir personnaliser, à avoir un sens toujours plus aigu du type de consommation qui nous rend heureuses. C'est le fameux homo economicus. En tant que travailleuses, il est attendu de nous que nous trouvions le bonheur au travail. Et d'où les happiness managers. Le capitalisme néolibéral encourage ses sujettes à ancrer leur vie dans cette recherche du bonheur, d'un plaisir prometteur, d'extase, d'accomplissement, d'excitation, d'euphorie ou de contentement selon leur goût et leur disposition, ainsi que leur budget. La recherche du bonheur ne s'accomplit pas seulement avec la consommation. L'Empire vend aussi le rejet de la mobilité accrue et du consumérisme comme une autre forme de confinement placide. L'individu réalise que ce qui le rend vraiment heureuse, c'est la vie qu'il ou elle mène dans une petite ville où tout le monde connaît son nom, ou bien l'humilité d'une famille nucléaire, ou le piquant d'une relation polyamoureuse, ou les voyages, ou le fait de maîtriser l'art de la conversation, ou de cuisiner des aliments tendances, ou des super fêtes. Il ne s'agit pas de dire que ces activités sont problématiques ou mauvaises en tant que telles. Voilà une précision importante parce que je commençais moi-même à angoisser. Je coche certaines de ces cases. Pour beaucoup de gens, la nourriture, la danse, le sexe, l'intimité et les voyages sont mêlés à des luttes et des attachements transformateurs. Mais l'Empire vide ces activités et d'autres encore de leur potentiel transformateur et nous invite à façonner nos vies pour suivre un but unique qui est la recherche du bonheur. Rebecca Solnit explique cela d'une façon puissante. Citation de Rebecca Solnit. Le bonheur est cette chose ridicule après laquelle on est censé courir comme un chien après une voiture, comme s'il existait une sorte de bien-être permanent. On peut se sentir sûr de soi, on peut se sentir aimé, mais je crois que la joie apparaît à certains moments et qu'ensuite on a d'autres choses importantes à faire. Le bonheur, l'isolant de la psyché, est quelque peu surfait. Fin de citation. De la même façon, la théoricienne féministe Sarah Ahmed écrit que être conditionné par le bonheur, c'est aimer sa condition. Le consensus est produit par le partage d'objets heureux, créant une couverture dont la chaleur couvre le corps et le coupe de la possibilité d'être affecté différemment. On est dans une métaphore là. Comme un isolant ou une couverture chaude, la recherche du bonheur condamne d'autres possibilités, d'autres textures, d'autres façons d'être affecté. Sarah Ahmed montre comment la promesse de bonheur peut être traître, en nous encourageant à ignorer ou à nous détourner de la douleur, la nôtre ou celle des autres, si celle-ci menace le bonheur. Cette promesse a une logique genrée et racialisée. L'Empire est construit pour garantir le bonheur des hommes blancs en particulier, pendant que ce que ressentent les femmes, les personnes queer ou trans et les personnes non blanches est intensément contrôlé. Comme l'écrit l'universitaire et artiste Nishnabeg Leanne Betasamosake Simpson, citation d'elle, « On me répète sans arrêt que je ne peux pas être en colère si je veux changer les choses, que les expressions de colère et de rage sont problématiques, erronées ou contre-productives pour le mouvement. Le message sous-jacent de ce type de discours est que nous, en tant que peuple autochtone et noir, ne sommes pas autorisés à exprimer une variété d'émotions humaines. Nous sommes encouragés à supprimer toute réponse qui n'est pas jugée acceptable ou respectable par la société coloniale. Mais la réponse émotionnelle la plus appropriée lorsque la violence vise nos familles est la rage. » Fin de citation. Simpson montre comment la restriction des émotions négatives peut avoir lieu dans les mouvements eux-mêmes. Les impératifs à être heureuse, agréable ou gentille peuvent entretenir la violence en rejetant la colère et l'opposition.
Le malheur est considéré comme pathologique, tout comme les émotions dites négatives, comme la rage, le désespoir, la rancœur et la peur, lorsqu'elles se mettent en travers des formes de bonheur promises. Pour celles et ceux qui refusent ces impératifs, le contrôle et la coercition se cachent derrière les promesses de bonheur. Être perçu comme une menace au bonheur des autres, particulièrement des hommes blancs, peut être létal. Ces réseaux complexes d'assujettissement sont dépeints comme des manquements individuels et des pathologies. Le malheur, l'indignation et le deuil sont alors perçus comme des désordres individuels qui doivent être pris en charge par les médicaments, le développement personnel, une thérapie et d'autres réponses individualisantes. Il ne s'agit pas de dire que le bonheur est toujours mal ou qu'être heureux revient à se rendre complice de l'empire. Le bonheur peut aussi être subversif et dangereux en tant qu'élément d'un processus à travers lequel une personne devient plus vivante et capable. Mais quand le bonheur devient une chose à laquelle on doit s'accrocher à tout prix ou que l'on doit poursuivre parce qu'il donne son sens à notre vie, il tend à perdre son potentiel de transformation. Et si nous ne sommes pas heureuses, si nous sommes déprimées, anxieuses, sous addiction ou fous, folles, entre guillemets, nous sommes chargés de nous soigner, ou du moins de gérer nos symptômes. Sous l'empire, l'isolant du bonheur est un anesthésiant. L'enjeu n'est pas de rejeter le bonheur au profit du devoir ou du sacrifice de soi, mais d'entamer des processus de pensée, de ressenti et d'action qui défont l'assujettissement en commençant dans la vie quotidienne. Parce que l'empire a façonné jusqu'à nos aspirations, nos humeurs et nos identités, cela implique toujours d'affronter certaines parties de nous-mêmes. C'est l'une des questions fondamentales qui traversent le courant spinoziste. Comment les gens sont-ils amenés à désirer leur propre forme étouffante d'assujettissement ? Comment en venons-nous à désirer les formes de vie violentes et appauvissantes servies par l'Empire ? Comment des mouvements de transformation se font-ils happer à nouveau par les rythmes de l'État et du capitalisme ? Et surtout, comment pouvons-nous provoquer quelque chose de différent ? Parce que l'Empire exerce une emprise sur nos désirs et les rythmes de nos vies, le défaire ne peut pas revenir à découvrir une vérité ou la révéler à d'autres, comme si nous avions toutes été dupés. Le genre de transformation qui nous intéresse ne consiste pas à convertir les gens ou à être enfin capable de voir clairement les choses. Fin de la sous-partie du premier chapitre. La sous-partie suivante s'intitule « Le pouvoir de la joie ». À l'inverse du bonheur, donner de la puissance à la joie consiste à s'éloigner des habitudes, réactions et émotions auxquelles nous sommes conditionnés. Bouillonnante dans les brèches de l'Empire, la joie réinvente les gens à travers les luttes contre les formes d'assujettissement. La joie est un processus désubjectivant, une façon de défaire les règles, une intensification de la vie elle-même. C'est un processus qui consiste à prendre vie et à prendre le large. Alors que le bonheur est utilisé comme un anesthésiant abrutissant qui induit à la dépendance, la joie est l'expansion de la capacité des gens à faire et à ressentir de nouvelles choses, de différentes façons qui peuvent briser cette même dépendance. La joie est esthétique dans un sens ancien qui date d'avant la séparation de la pensée et des émotions, la capacité accrue à percevoir avec nos sens. Comme l'explique l'activiste et auteur mexicain Gustavo Esteva, dans l'entretien qu'il nous a accordé, citation de Gustavo Esteva, on utilise le mot esthétique pour évoquer un idéal de beauté. Le sens étymologique qui a presque disparu associe le mot avec l'intensité de l'expérience sensuelle. Cela veut dire perceptif, dont les sens sont aiguisés. Ce sens est conservé dans certains mots, comme anesthésiant. Si on compare des funérailles dans une famille moderne, de classe moyenne, dans un village au Mexique ou en Inde, on peut voir le contraste dans la façon que l'on a d'exprimer ou non ses sentiments et comment la joie et la tristesse peuvent être mélangées avec une grande intensité. Fin de citation. Esteva nous a suggéré que le terme senti pensar en espagnol implique encore ce sens, la conviction que vous ne pouvez pas penser sans ressentir ou ressentir sans penser. Quand nous l'avons interviewée, l'universitaire féminine Silvia Federici nous a expliqué que la joie est une sensation palpable de pouvoir collectif. Début de citation. « J'aime la distinction entre le bonheur et la joie. Comme vous, j'aime la joie parce que c'est une passion active. Ce n'est pas un état statique. Ce n'est pas la satisfaction des choses comme elles sont. C'est en partie ressentir la puissance et les capacités, grandir en soi et celles et ceux qui nous entourent. »
C'est un ressenti, une passion qui naît d'un processus de transformation et d'évolution. Il ne signifie pas que vous êtes satisfaite de votre situation. Il veut dire, en se référant à nouveau à Spinoza, que vous agissez en accord avec ce que votre compréhension de la situation vous suggère de faire et ce qui vous semble nécessaire. En gros, vous n'êtes pas dans la dissonance, quoi. Donc vous ressentez que vous avez le pouvoir de changer et vous vous sentez changer à travers ce que vous faites, ensemble, avec d'autres gens. Ce n'est pas une façon d'acquiescer à ce qui existe. Fin de citation de Silvia Federici. Un chafou sur le clavier en garade. Ok. Ce sentiment de pouvoir changer sa vie et sa situation est au cœur de la résistance collective, des insurrections et de la construction d'alternatives à la vie sous l'Empire. La joie est le senti pensar, le sentir-penser qui apparaît lorsque l'on devient capable de plus. Et souvent, cela implique de ressentir de nombreuses émotions à la fois. Cela fait écho à ce que la poétesse et intellectuelle noire Audre Lorde appelle l'érotique. Début de citation d'Audre Lorde. Une fois que nous commençons à ressentir profondément la texture de notre existence, nous commençons à exiger de nous-mêmes et de nos engagements qu'ils soient en accord avec cette joie dont nous nous savons capables. Notre savoir érotique nous donne de la force. Il devient une lentille à travers laquelle nous scrutons tous les aspects de notre existence, nous obligeant à évaluer honnêtement leur sens dans nos vies. Et c'est là une lourde responsabilité pour chacune de nous, de ne jamais se contenter de la facilité, de la pacotille, du conventionnel attendu, ou de la sécurité. Lord explique clairement que cette capacité à ressentir n'est pas le plaisir éphémère ou le contentement. La suivre implique une certaine responsabilité et nous éloigne du confort et de la sécurité. Elle défait les blocages. Elle rend le confort abrutissant, intolérable. Durant notre interview, l'autrice et activiste Adrienne Maree Brown a insisté sur l'idée que la joie est la capacité à être plus présente à nous-mêmes et au monde. Début de citation d'Adrienne Maree Brown. « Je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu une mère qui me lisait souvent Le Prophète de Khalil Gibran. Il y a cette idée que ta peine creuse l'espace nécessaire à ta joie et inversement. Cela m'a beaucoup aidé. Ces dernières années, j'ai commencé à apprendre l'éducation somatique. Comment être pleinement avec mes traumas, mes déclencheurs émotionnels, ma brillance. Il s'agit d'être présente, d'être éveillée à l'intérieur de ta vraie vie en temps réel. » Fin de citation. En ce sens, la joie n'arrive pas lorsque l'on évite la douleur, mais en luttant dans et à travers elle. Faire de l'espace aux sentiments collectifs, de rage, de deuil ou de solitude peut être profondément transformateur. L'Empire, au contraire, travaille à maintenir ses sujets coincés dans une tristesse individualisante, bloqués dans des habitudes et des relations appauvrissantes, toxiques et privatisées. Cette stagnation peut être entretenue par la recherche du bonheur et la tentative de neutraliser ou d'éviter la douleur. On est un petit peu dans une espèce de refus devant l'obstacle, quoi. Être plus entièrement présente, au contraire, veut dire s'ouvrir à ce qui nous affecte et participer activement aux forces qui nous façonnent. Le fait de s'ouvrir peut être subtil et tendre, ou bien cela peut être un acte violent de refus. Parfois, ces changements sont à peine perceptibles et s'étalent sur des décennies, et parfois, ils sont spectaculaires et bouleversants. Pour Deleuze, la pensée commence dans les espaces étroits où une personne se trouve cernée par les forces de l'assujettissement. Ce n'est pas un acte qui découle d'une volonté individuelle, mais un cri qui interrompt des forces insurmontables, insupportables, et qui ouvre l'espace pour mener plus activement le combat. C'est la raison pour laquelle tant de mouvements commencent par un cri de refus. Non, ya basta, assez, dégagez, que se vayan todos. Ils interrompent les forces d'assujettissement de l'Empire et rendent possible l'apparition de nouvelles pratiques et de nouveaux mondes. Une seule étincelle de refus peut mener au soulèvement de la rage collective et à l'insurrection. En ce sens, la joie peut surgir du désespoir, de la rage, de la détresse, de la rancœur ou d'autres émotions soi-disant négatives, entre guillemets. De la même façon, dans une veine nihiliste, les autoristes anonymes du journal queer
Bédan nomme jouissance ce qui dépasse la simple réjouissance ou le plaisir et la conçoivent comme une rupture extatique dans l'ordre social imposé par l'Empire. Début de citation. Nous devrions analyser cette distinction entre plaisir et douleur comme une inscription de l'ordre social dans nos corps. Et de la même façon, ce sont les plaisirs quelconques et minuscules produits par les arrangements contemporains avec le pouvoir qui nous maintiennent dépendantes à ces mêmes arrangements pour notre bien-être. La jouissance, en abolissant les deux facettes de cette distinction, nous coupe de la douleur comme instinct d'autopréservation et du plaisir comme pot de vin séduisant offert par la société. C'est le processus qui nous libère momentanément de notre peur de la mort, littérale ou figurative, laquelle est une inhibition puissante. Nous pouvons reconnaître cette jouissance dans les moments historiques d'émeutes queer, la cafétéria de Compton, Dewey's, la Nuit White, Stonewall et d'innombrables autres moments dans lesquels les corps queer ont provoqué la rupture, en jetant des briques, en allumant des feux, en brisant des vitrines, en se réjouissant dans la rue. Surtout, la jouissance se trouve précisément dans les aspects de ces moments, et d'autres que nous ne connaissons pas, qui échappent aux historiennes, ceux qui ne peuvent pas être capturés par un manuel ou situés avec précision dans les histoires du progrès pour les personnes queer ou de la lutte politique rationnelle pour un meilleur futur. Et c'est pas un hasard si au début du précédent stream que je vous ai proposé ici sur Piquet de Stream, samedi matin, wow! Alors là, faut faire une pause. 150 balles, merci, camarade, pour tes 150 balles. Merci beaucoup à toi, merci infiniment. Merci pour ce don énorme. Merci beaucoup. La lutte continue et elle continue notamment grâce à toi, mais aussi à tous celles qui n'ont pas les moyens de donner autant ou qui n'ont pas les moyens de donner du tout, je le rappelle. Et en tout cas, encore merci pour ce don. Merci beaucoup. J'ai loupé un raid. Le fils de pub. Coucou les raideuses. J'espère que vous allez bien. Ici, on lit ça. Joie militante. Hop. Et donc, on se demande ce que c'est que ce concept joie militante. Et donc, l'autrice et l'auteur essaient de nous développer ça un peu. Et ça nous en dit long sur réfléchir sur notre lutte en cours, nos luttes passées, nos luttes à venir, n'est-ce pas? Et coucou à toi Vulga Droit, coucou Zippo, je crois que je t'avais pas salué, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère avoir répondu à ta question Faune Flore. C'est une lecture qu'on avait commencé samedi dernier déjà sur cette même chaîne Piquet de Stream et ça fait un écho aussi à un stream qu'il y a eu il y a un peu plus d'une semaine maintenant où Klitsch avait invité Usul et Marinette à parler justement de ça, de joie militante. Donc on est un petit peu dans une espèce de fil rouge ou noir si vous préférez ou de toutes les couleurs des luttes que vous voulez aussi. Voilà. Et donc j'étais en train de dire que avant qu'il y ait le raid et le don, j'étais en train de dire que à propos de cette joie que l'on ressent dans l'action un petit peu d'insoumission, de révolte, l'action qui ne correspond pas à tous les codes, où on est passage en gros, où on devient passage. C'est pas un hasard si samedi, quand on a commencé la lecture ensemble de ce bouquin, je vous ai passé pour commencer la bande-annonce d'un film que j'ai beaucoup aimé, et je sais que je suis pas le seul, 120 battements par minute, qui raconte un peu, c'est romancé, comme on dit, l'histoire d'Act Up au début des années 90, avec justement, moi quand on lit ça, ça me renvoie à ça, à cette joie qu'on trouvait dans cette militance qui faisait des ordres dans tous les sens du terme. Des ordres en un seul mot, quoi. Voilà. Voilou. Donc, je continue la lecture.
La jouissance est difficile à définir parce qu'elle est le mouvement et la transformation même. En brisant la division entre plaisir et douleur, elle défait les habitudes qui maintiennent les sujets à leur place. Nous ne sommes pas en train de suggérer qu'il y aurait une forme d'unité cachée derrière la jouissance queer nihiliste, la notion d'érotique dans l'afroféminisme ou le concept latino-américain de sentipensar. Mais nous pensons que ces courants et d'autres encore font écho au concept spinoziste de joie. Un processus qui transforme, qui est dangereux, douloureux et puissant, mais aussi insaisissable en quelque sorte. Un des paradoxes de la joie est qu'elle ne peut pas être entièrement décrite, elle est toujours incarnée différemment, à mesure que des luttes distinctes ouvrent l'espace permettant que les gens changent et soient changés. En fait, sans saisir, la définir totalement, prétendre la représenter reviendrait à la transformer en image morte, séparée de ses manifestations vivantes. La seule façon de participer à une transformation joyeuse est de s'y plonger, ce qui ne peut arriver si l'on se tient toujours 2 pas en arrière, en évaluation ou en tentant de contrôler ce qui se passe. Voilà. C'est un des principaux reproches que font l'autrice et l'auteur au mouvement militant actuel et passé, c'est le côté on est trop dans le contrôle. On cherche trop tout le temps à contrôler qui on est, ce qu'on veut, les messages qu'on veut faire passer, comment on s'organise. Et en étant beaucoup dans le contrôle, on arrive à des formes de confusion entre la mauvaise intention, la maladresse, l'erreur et la faute, et d'un point à faire, d'intervention à faire pour aider les personnes qui se sont trompées ou qui ont fait une maladresse à ne plus la commettre et à comprendre ce qui s'est passé. On passe à des formes de punition et de châtiment qui brisent, qui en viennent à briser des luttes, quoi. Voilou. Un autre aspect en raison duquel parler de transformation joyeuse est difficile renvoie à l'héritage patriarcal d'une vision dualiste du monde dans laquelle un vrai changement doit pouvoir être mesuré et observé, et l'intelligence est la capacité à appréhender les finalités avec détachement. Même la capacité de vivre autrement et de rejeter en partie l'empire est souvent présentée de façon patriarcale. Le sujet de la révolution est l'individu héroïque, déterminé, qui ne se laisse pas berner par les illusions et sait se libérer des erreurs et fautes du passé. Et à ce titre, le parcours de cette personne-là peut être une illustration. Comme l'ont pointé de nombreuses autoristes féministes, queer, antiracistes et autochtones, il s'agit là d'une vision qui nous ramène à l'idée de l'individu masculin indifférent comme unité de base de la vie et la liberté. Plutôt que d'essayer de diriger rationnellement le cours des événements, une politique des affects consiste à apprendre à participer plus pleinement aux forces qui composent le monde et soi-même. C'est ce que Spinoza appelait intelligence. Aller dans le sens de la joie ne fonctionne pas avec une rationalité détachée, mais seulement en s'ouvrant aux relations, émotions et aux forces, une sagesse pratique qui encourage l'épanouissement et l'expérimentation. Voici ce qu'en a dit l'activiste et chercheuse militante Marina Citrin quand nous avons échangé avec elle. Début de citation. « Je suis vraiment emballé par ce projet. Tout ça résonne beaucoup avec des choses auxquelles je pense, auxquelles j'ai assisté, que je crains et dont je rêve. Le rôle de la joie en particulier tel que vous la décrivez est souvent absent, quoique pas complètement, de nos conversations et de ce que nous construisons en Amérique du Nord et en Europe. C'est à la fois un concept assez vaste et abstrait, et en même temps il est très simple, direct et très émotif. Comment nous sentons-nous lorsque nous participons à un mouvement ou un groupe, comme le piquet de stream ? Quelles sont nos relations aux autres dans le groupe ? Est-ce qu'on le ressent ouvert ? Est-ce qu'il prend soin de nous ? Est-ce qu'il est amical ? Y a-t-il de la confiance ? Pourquoi est-ce que nous revenons aux assemblées et aux actions ? Est-ce que les personnes sont ouvertes les unes aux autres ? Fin de citation. Salut Dalionel. Ah, Pulot le troll provoché, lutter contre le capitalisme pour devenir un gagne-pain pour le capital. Ah, moi ça me fait rire. Il ne s'agit pas seulement de se demander si les gens se sentent bien.
Il s'agit aussi de savoir comment les espaces et les luttes nous affectent et quel est le potentiel de devenir plus vivante, ouverte, confiante et créative. Des pratiques qui ont l'air de se ressembler peuvent être largement différentes en fonction de ce qu'elles permettent affectivement ou ne permettent pas. Selon le contexte, les relations et la façon dont les choses se mettent en place, une tactique comme la grève ou la manifestation peut être une réponse triste visant à se conformer aux habitudes ou aux devoirs, ou elle peut constituer une expérience profonde qui crée des liens nouveaux entre les personnes et ouvre des possibilités d'être créative et de se mettre en mouvement. Elle peut aussi être un ensemble désordonné de routines périmées, de réactions de défense et de potentiel de transformation. Un peu tout ça à la fois en fait. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, le pouvoir de transformation peut ressembler à une rupture radicale avec les relations et les chemins de vie que nous sert l'Empire. Mais il peut aussi s'apparenter à un travail plus subtil, comme celui d'apprendre à aimer d'une nouvelle façon des lieux, nos familles, nos amis et des parties de nous-mêmes. Cela implique d'approfondir certains attachements et d'en rompre d'autres, et d'autoriser une ouverture sélective en établissant des limites claires. Qu'est-ce que cela signifie d'être une militante ou de s'y consacrer pleinement ? Peut-on militer pour la créativité et le soin ? Le militantisme peut-il être réceptif et basé sur les relations ? Les personnes peuvent-elles être militantes de la joie ? Autant de questions auxquelles, évidemment, l'ouvrage va proposer des réponses, notamment dans la sous-partie suivante. Qui s'appelle « Militante de la joie » justement. Nous voulons mettre la joie en lien avec le militantisme pour de nombreuses raisons. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont la capacité à refuser et la volonté de se battre peuvent ouvrir le champ des possibles, créer du lien et permettre de nouveaux potentiels de lutte collective et de mouvement, d'une façon qui ne soit pas nécessairement associée au contrôle, au devoir ou à l'avant-gardisme. Nous voulons une conception expansive du militantisme qui défend le potentiel de la transformation aux dépens du confort, de la sécurité ou de la prédictibilité. Une définition commune du militantisme est d'être vigoureusement active, combative et agressive, particulièrement en soutien à une cause. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le fait de mettre la joie au contact du militantisme aide à mêler lutte déterminée et affect intense. Les rébellions et les mouvements ne se résument pas seulement à une résistance déterminée. Ce dont il s'agit aussi, c'est d'ouvrir la porte à de nouvelles capacités collectives. Avec le militantisme joyeux, nous voulons rendre palpable ce que veut dire raviver la lutte et le soin, la combativité et la tendresse, main dans la main. Une militante, c'est un millième de la sœur de ta mère, Skochko. Badoum, je te le fais avec la bouche. Cependant, les liens historiques et les interprétations actuelles du militantisme sont complexes. Historiquement, le militantisme est souvent associé aux avant-gardes marxistes-léninistes et maoïstes et à la façon qu'ont eu ces idéologies de façonner la lutte des classes et les luttes de libération nationale. Ces idéaux de militantisme ont été remis en question, en particulier par les luttes noires, autochtones et les féministes post-coloniales qui ont pointé du doigt les écueils des idéologies rigides, de direction politique patriarcale et la négligence du soin et de l'amour. La figure traditionnelle du militant et de la militante, zélée, rigide et brutale, a aussi été remise en question par le situationnisme, l'anarchisme, le féminisme, les politiques queer et d'autres courants qui ont fait le lien entre action directe et lutte pour la libération du désir et de l'expérimentation. Depuis cette perspective, le ou la militante est celui ou celle qui essaie toujours de prendre le contrôle, de prendre en charge, d'éduquer, de radicaliser, et ainsi de suite. Ce genre de militante aura tendance à être toujours en retard sur les transformations lorsqu'elles se manifestent, leur trouvant toujours des défauts, comme celui de n'avoir pas la bonne analyse ou la bonne stratégie, et cherchant toujours à imposer un cadre ou un programme. Il n'y a pas de citation précise là, mais je crois que ça peut vous évoquer plein de choses. Moi en tout cas, ça m'évoque plein de situations. Ça m'évoque plein de situations.
Le discours contemporain sur le terrorisme associe des figures militantes et de radicalité à Daesh, aux talibans et à d'autres groupes désignés comme ennemis des États-Unis et de leurs alliés. Il y avait Klitsch qui avait fait un super TikTok là-dessus. De cette façon, le spectre du ou de la militante extrémiste justifie l'accroissement de la militarisation, de la surveillance, de l'impérialisme et de l'islamophobie. La présence suspectée d'une seule militante est suffisante pour changer tout un quartier en zone de frappe, dans laquelle tous les hommes en âge de faire l'armée sont perçus comme des combattants ennemis et tout le reste comme des dommages collatéraux. Avec ce discours, le ou la militante finit par être l'autre ultime et tué ou mis en détention jusqu'à la fin de ses jours. Dans toutes ces représentations du rebelle maoïste au terroriste extrémiste, la figure du militant tend à être associée à une discipline intense, à l'idée de devoir, à la lutte armée, et ces façons d'être sont souvent définies en opposition au fait d'être souple, réceptif ou sensible. Il est clair que le militantisme renvoie à une détermination à se battre, mais dans ses représentations dominantes, il est froid et calculateur. Il y a effectivement, j'emploierai 2 autres termes pour compléter un peu ce propos sur ce paragraphe-là de ce bouquin. C'est la posture sacrificielle. Je me sacrifie pour la cause, je ruine ma vie pour la cause, je m'engage tellement pour la cause que ma vie en est ruinée dans plein d'aspects. Donc là, voilà, il y a ce côté sacrificiel, ce côté martyr, et aussi le côté super-héros. Il y a... ouais, voilà, je connais TikTok, j'y ai déjà été une fois. D'accord, voilà. C'est un truc où il y a des vidéos, non? Des vidéos courtes. Et c'est contrôlé par les Chinois. Bref, il y a aussi le côté super-héros, mais ça, cette figure, moi, je la présenterai plutôt comme vue de l'extérieur. La figure du super-héros militant, c'est pas forcément une figure sacrificielle, mais c'est une figure sur laquelle tout en revient à reposer, parce que cette personne est à un moment donné jugée par un groupe comme tellement efficace qu'on va beaucoup se reposer sur cette personne et pas peut-être toujours prendre assez soin d'elle. Et voilà de quoi il faut aussi se garder, quoi. Tu dis, Pulot, tu dis ça, c'était il y a plus de 10 ans, mais on avait ce genre de contrôle fric, homme ou femme, où enfin, en fait, le genre n'a pas trop d'importance là-dedans, qui voulait absolument que tout suive un programme précis. Bah, ça existe encore, ça, hein. Dans le même temps, il y a d'autres courants militants qui créent l'espace nécessaire pour la transformation et la joie. Quand nous l'avons interviewée, la militante philippine queer Melanie Matining nous a parlé de ses capacités à briser les stéréotypes. Début de citation de Melanie Matining. Le mot militantisme est un mot très très dur pour moi. Il a été beaucoup utilisé dans les mouvements philippins. Je l'ai longtemps associé au complexe militaire industriel et je ne voulais pas reproduire cela. Et puis j'ai commencé à faire la liste des choses que nous avons vraiment besoin de faire. En tant que femme asiatique, être militante, c'est vraiment badass. Ça éclate les stéréotypes de docilité. Le concept de militantisme est une chose nouvelle pour moi, et pour me l'approprier, je dois me défaire de certaines idées de qui je suis supposé être. Fin de citation. L'artiste et autrice Jackie Wang défend l'idée que le militantisme n'est pas seulement tactiquement nécessaire, mais également transformateur pour celles et ceux qui l'incarnent. Dans le contexte négrophobe états-unien, Wang montre comment la catégorie de crime a été construite autour de la condition noire et comment l'incarcération de masse a mené à une politique de sécurité et de respectabilité qui repose sur des prétentions d'innocence en opposition implicite avec la culpabilité et la criminalité noire. Rejeter la politique de l'innocence revient à questionner la dichotomie innocent-criminel et la violence institutionnalisée qui la sous-tend. Cette forme de militantisme, selon Wang, n'est pas simplement adopter une certaine posture ou une certaine perspective théorique, c'est une position vécue. S'inspirant de Frantz Fanon, Wang écrit que le militantisme a la capacité de transformer les gens et de modifier fondamentalement ce qu'ils sont, raffermir leur courage et les débarrasser du nœud de désespoir qui s'est cristallisé dans leur corps. Je peux vous dire que je fais partie de celles
qui l'ont bien ressenti à bien des reprises, ce nœud de désespoir dans mon corps, quand on n'en peut plus de stress, quand on n'en peut plus de fatigue, d'angoisse, de se dire on n'a pas assez bien fait, on n'a pas assez donné, on a été maladroit. La lutte s'engage complètement sur un terrain dont on ne sait pas si elle va donner des victoires. On a perdu. Le groupe, il y a des tensions dans le groupe telles que c'est difficile à supporter personnellement, etc., etc. Ce nœud de désespoir est une belle expression pour raconter plein de choses, à mon avis. Je reprends la lecture. L'expérience du militantisme dans cette perspective est profondément connectée à un processus de transformation qui défait le nœud de l'assujettissement lié à l'innocence, s'oppose à la logique carcérale de la négrophobie et ouvre de nouveaux terrains de lutte. Quand nous avons demandé au théoricien politique autochtone Glenn Coulthard ce qu'il pensait de cette idée de militantisme dans le contexte de la résurgence autochtone, il a pointé un radicalisme émergent qui déstabilise les relations de domination. Le travail de Coulthard porte sur la résurgence et la résistance autochtone au colonialisme de peuplement. Il montre les façons qu'a l'Empire de représenter l'oppression des peuples autochtones comme une constellation d'échecs individuels et de problèmes auxquels la reconnaissance coloniale et la réconciliation sont supposées être des réponses. Il s'intéresse également au refus des politiques coloniales de reconnaissance et à la résistance autochtone, à la revalorisation de traditions autochtones et à l'essor du militantisme et de l'action directe autochtone. Le militantisme dans le contexte de la résurgence autochtone, c'est la capacité de briser les structures coloniales de contrôle, y compris le monopole de l'État sur la violence légitime. C'est une rupture avec la tentative de l'État d'assujettir les peuples autochtones et de garantir l'exploitation perpétuelle des terres autochtones. Ce militantisme émergent n'est pas basé sur un seul programme ou une idéologie, mais naît des relations. Comme le dit Coulthard, il est émergent dans le sens où il part du bas pour aller vers le haut. Mais il émerge aussi de quelque chose, ses relations au territoire, au lieu, à la communauté. Donc ça, c'est la partie émergente. Émergente ne veut pas dire complètement nouvelle, parce que ces relations au territoire ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours été là et toujours en train de réapparaître. Ça vient par cycle. Face à ce militantisme toujours là, émergent, il y a des stratégies managériales de reconnaissance et de compromis, peu importe, ce qui a ses effets. Ça atténue la crise, ça permet de dépasser temporairement les contradictions. Et puis le militantisme émerge à nouveau. Et on a vu ça 4 ou 5 fois sur les 50 dernières années. Ces séries de stratégies, d'endiguement, management. Mais ce qui vient toujours avant, c'est le pouvoir d'agir des peuples autochtones. Et le capital et l'État sont toujours sur la défensive, en train de réagir. Ce qui est l'inverse de penser que nous sommes toujours en train de réagir au colonialisme. C'est cette subjectivité autochtone résurgente que l'État est toujours en train d'essayer de réprimer ou de soumettre. Et ça marche, mais jamais complètement. Et ça déborde, ça arrive à la surface, et une nouvelle technologie est déployée pour parvenir à le gérer. Et la réconciliation est le dernier outil en date qui marche. Mais c'est toujours à cause de la persistance de notre présence. Nous ne sommes jamais partis, nous avons élaboré des alternatives en mots et en actes. Rien que le fait d'agir, même à quelques-unes, même quelques-uns, est un ébranlement, est une fragilité de l'Empire. Ça déchaîne la violence de l'Empire, mais ça nous renforce. Cette compréhension du militantisme comme émergent est importante parce qu'elle ne vient pas de nulle part, ni d'une avant-garde éclairée d'hommes en armes qui pensent voir les choses plus clairement que le commun des mortels. Elle vient du refus continu des peuples autochtones à renoncer à leur mode de vie. Comme l'écrivent Kiera Landner et Leanne Betasamosake Simpson dans leur introduction au livre This is an Honor Song, l'été 90 a été le théâtre d'actions fortes sur l'île de la Tortue. Pour beaucoup de Canadiennes, Oka a été la première rencontre avec la colère, la résistance et l'affrontement autochtone. Et la résistance a rapidement été qualifiée de crise d'Oka et de crise d'Oka par les médias mainstream. Mais pour les Kanien'kehá:ka, Mohawks de Kanesatake, qui assumaient leur responsabilité à protéger leurs terres, ce n'était ni une crise à Oka, ni à propos de la ville non autochtone de Oka. Ce dont il s'agissait, c'était de 400 ans d'injustice coloniale. De la même façon, pour les Kanien'kehá:ka de Kahnawake et de Akwesasne qui ont créé les crises en érigeant leurs propres barricades sur le pont Mercier ou en se mobilisant et ou en mobilisant des soutiens à Kanesatake,
Ça n'avait vraiment rien à voir avec Oka, un pont ou un terrain de golf. Ce dont il s'agissait, c'était de 400 ans de résistance. Comme toute nation autochtone occupée par le Canada, les Haudenosaunee se sont opposés à l'État et aux sociétés coloniales et leurs gouvernements. Depuis que ces sociétés ont commencé à menacer la souveraineté, l'autodétermination et l'autorité des Haudenosaunee sur leurs terres. Ça me renvoie, cet extrait de citation là, sur les luttes autochtones, avec une des premières phrases d'une série documentaire sur Arte que perso j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Décolonisation. Et je crois que cette première phrase, c'est, ou en tout cas une de ces premières phrases de la voix off magistralement énoncé par Reda Kateb, l'acteur Reda Kateb. La décolonisation commence avec la colonisation. Et ça me renvoie à ça, moi. Ça m'évoque ça. Ce n'était pas un début, ce n'était pas non plus la fin. C'était le point culminant de beaucoup d'années de résistance Onkwé qui ont abouti à la décision d'ériger des barricades pour défendre et attirer l'attention sur la façon d'habiter les terres, les responsabilités inhérentes au traité et à la gouvernance des autochtones. La résurgence autochtone et les événements comme Oka ne sont pas joyeux dans le sens où ils impliqueraient du bonheur, mais dans le sens où ils sont profondément transformateurs et à même de générer de la solidarité à travers toute l'île de la Tortue. Mais à l'inverse des conceptions marxistes du militantisme, selon lesquelles l'avant-garde est supposée entraîner une révolution globale, il est clair que tout le monde n'est pas concerné de la même façon par les luttes autochtones. Puisqu'elle renverse les structures coloniales de contrôle et de dépossession, la résurgence autochtone nous concerne, en tant que colons, de façon complexe. Elle nous met en cause, ainsi que notre relation à la terre et aux lieux, et elle remet en question des idées reçues sur qui nous sommes, nos responsabilités et nos complicités, ce que cela veut dire pour nous de vivre ici, et nos propres idées reçues sur ce qui est vraiment ici. Cela nous enjoint à apprendre, ensemble, comment soutenir la résurgence autochtone et résister à la violence du système de colonie de peuplement. Le militantisme joyeux a aussi émergé dans des espaces dans lesquels les personnes arrivent à se mettre en mouvement avec le désespoir et la détresse, à politiser ces derniers. Avec son étude du mouvement queer ACT UP, on en parlait tout à l'heure, la théoricienne et activiste queer Deborah Gould montre que les tactiques militantes d'ACT UP n'ont pas seulement permis de gagner des victoires institutionnelles qui ont sauvé des vies, mais que cela a aussi généré un processus de fabrication d'un monde à part entière. Dès le début, puis au cours de sa vie, ACT UP a été un foyer de la lutte contre la crise du sida. Et ça a toujours été plus que ça également. C'était un endroit pour élaborer une critique du statu quo, pour imaginer des mondes alternatifs, pour exprimer la colère, pour défier l'autorité, pour nouer des intimités sexuelles et non sexuelles, pour pratiquer une organisation non hiérarchique et l'autodétermination, pour s'engueuler les unes avec les autres, pour remodeler les identités, pour faire l'expérience de nouvelles émotions, pour être changé. Le militantisme d'ACT UP ne consistait pas seulement en une détermination à affronter et défier les conventions de la société hétéro et les politiques des gays et lesbiennes mainstream. Le mouvement a aussi créé des atmosphères queer chargées en érotisme et soutenu des réseaux de soutien et de soins pour les membres malades. Catalysé par le deuil et la rage, il a ouvert les horizons politiques à la dynamite et changé ce qu'il était alors possible pour les gens de penser, faire et ressentir ensemble. Quand nous avons interrogé Sebastián Tusa, intellectuel vivant en Argentine, sur le militantisme, il nous a parlé du danger de le définir une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas si le militantisme peut être défini en tant que tel. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de le définir de cette façon, parce que cela impliquerait un point de vue général, un concept interchangeable et abstrait, valable pour toutes les situations. Mais d'un autre côté, je dirais qu'une militante est un individu qui lutte pour la justice dans la situation où elle se trouve. Il faut donc que nous soyons attentifs à la situation, aux rencontres qui s'y jouent, à la façon dont le sens s'y élabore, aux subjectivités qui naissent de ces rencontres. Ce militantisme situé ne part pas d'une notion préfabriquée de justice. C'est une tentative, c'est pas, on n'est pas certain de notre coup dès le départ, d'intervenir efficacement ici et maintenant, basée sur une capacité à se laisser affecter par les relations. Ce que Tusa nous dit de la lutte des mères de la Plaza de Mayo, une organisation féministe qui s'est formée dans la résistance à la répression militaire en Argentine dans les années 70, en donne un exemple.
Les mères ne sont pas nées d'un plan stratégique, mais sont venues par le bas. De la douleur de mère cherchant à retrouver les enfants que l'État avait volés, torturés et fait disparaître. Parce qu'elles n'ont pas séparé les affects de l'activité politique, les mères ne se sont jamais considérées mutuellement comme un moyen d'arriver à leur fin. Personne ne doit être subordonné pour renforcer l'organisation. Elles se considèrent plutôt les unes les autres comme des fins en soi. Ce qui les lie, ce n'est pas une idée, mais l'affect, l'amour et l'amitié qui naissent du soutien qu'elles s'apportent les unes aux autres, en partageant des émotions intimes, des moments de joie et de tristesse. Elles s'organisent par consensus, non pas comme un système de prise de décision ou de résolution de conflits, mais comme une façon de s'engager directement dans la vie les unes des autres. Comme pour toute une tradition féministe désormais bien établie, pour elles, le personnel est politique. C'est avec une éthique de conviction intime, dont l'exercice ne peut être séparé de la vie quotidienne, que les mères s'orientent elles-mêmes. Elles ont une méfiance profonde à l'endroit des idéologies et des lignes partidaires. Et elles sont fières de leur indépendance par rapport à l'État, aux partis politiques et aux ONG. Leur autonomie ne consiste pas à s'opposer à une idéologie dominante, ce qui pourrait impliquer d'avoir recours au savoir spécialisé d'un parti d'avant-garde, mais plutôt en l'affirmation d'aspects émancipateurs de la culture populaire qui existe déjà en elle. Pourquoi cette tante se halte tant ? Donio, merci d'alléger un petit peu le propos et la matinée, ainsi que toi, Skochko. Cœur sur vous, les camarades. Les mères sont un exemple puissant de la façon dont le militantisme fleurit souvent dans la vie quotidienne et les liens de parenté plutôt que sur une base idéologique, abstraite ou des engagements moraux. Ces luttes ont fini par s'éteindre ou ont été aspirées par l'Empire, au moins en partie. Le gouvernement argentin a fini par avoir recours au discours sur les droits humains et a commencé à offrir de l'argent et des services pour tenter de relégitimer l'État et de reprendre le contrôle, causant des divisions profondes entre les mères et d'autres mouvements en Argentine. Le gouvernement canadien a utilisé les négociations sur les traités, le discours sur la réconciliation et d'autres processus formels pour tenter d'étouffer la résurgence et le militantisme autochtone. Comme l'explique Coulthard ci-dessus, de nouvelles formes de militantisme tendent à provoquer de nouvelles stratégies d'endiguement et d'absorption par l'État, menant à l'invention de nouvelles formes de lutte. Aucun de ces mouvements n'est resté figé dans une forme unique. Suivant des chemins multiples, ils se sont transformés, dissous, se sont déplacés, ou bien ont été institutionnalisés. Il y a un côté liquide à tous ces mouvements. Ça disparaît d'un endroit, ça réapparaît à un autre. La digue tient, on va continuer, on est la mer, MER, et on va continuer à l'attaquer, la digue. Et à un moment, elle va céder. Mais le fait que l'Empire invente toujours de nouvelles façons de les endiguer ne signifie pas que les mouvements ont échoué ou qu'ils se sont trompés. La transformation joyeuse va et vient, comme des vagues en fait. Elle est capturée ou écrasée, elle devient plus subtile ou s'infiltre dans la vie quotidienne, mais réémerge toujours et se renouvelle elle-même. Le militantisme n'est pas un idéal fixe dont il faut s'approcher. On ne peut pas être comme une militante parce que le militantisme, de la façon dont nous le conceptualisons ici, est une pratique qui repose sur la spécificité des situations. On ne peut pas devenir ces exemples et nous ne devrions pas non plus les prendre comme des idéaux. Plutôt que de réduire le militantisme joyeux à une façon déterminée d'être ou un ensemble de caractéristiques, nous le voyons apparaître dans et au travers de relations que les personnes nouent entre elles. Ce qui veut dire qu'il aura toujours l'air différent, en fonction des connexions émergentes, des relations et des convictions qui l'animent. En lien avec cela, nous pensons qu'il est important d'hésiter, pour ne pas que notre compréhension du militantisme devienne une forme de radicalisme rigide. Donc l'autrice et l'auteur aiment aussi les gens qui doutent, référence à cette magnifique chanson d'Anne Sylvestre. Parmi celles et ceux avec qui nous avons échangé, tout le monde ne s'est pas montré enthousiaste pour ce mot. Par exemple, dans son entretien avec nous, l'autrice et artiste Margaret Killjoy s'est montrée mitigée, soulignant notamment le lien du mot avec la lutte armée. Je crois que je me le représente comme une personne activement engagée à défendre un changement social radical et d'une façon non réformiste. C'est une terminologie dangereuse. Je ne l'utilise pas beaucoup moi-même, parce qu'évidemment, la première implication que ce mot a est celle de la lutte armée, qui est loin d'être une stratégie ou une tactique applicable universellement.
Nous espérons que le militantisme joyeux permette de laisser ouvertes des questions ou des incertitudes qui sont trop souvent réprimées par les conceptions plus conventionnelles du militantisme. Nous sommes conscientes que beaucoup préféreront quand même utiliser un autre langage. Nous ne suggérons pas que toutes les luttes joyeuses partagent une idéologie, un programme ou ensemble de tactiques. Ce que les exemples cités précédemment ont en commun est qu'ils manifestent une forme de militantisme en prise avec leur contexte local et qui fait jour à partir des besoins des gens, de leurs désirs et de leurs relations. Ce que nous appelons militantisme joyeux n'est pas un contenu partagé, même si nous pensons qu'il y a des valeurs et des sensibilités communes, mais c'est plutôt une capacité à s'ouvrir, être en prise et une activation du pouvoir collectif qui prend des formes différentes dans chaque endroit, parce que chaque endroit est différent. Hello le raid, merci Davduf pour le raid, merci beaucoup Davduf. Merci pour ton soutien continu et renouvelé. Merci à toute la commu de Davduf pour le soutien continu et renouvelé, l'investissement dans Piquet de Stream. C'est ça aussi, ça nous donne de la joie, de la force. Et on est dans le thème. On lit le bouquin Joie militante, on a presque fini le chapitre 1, on aura fini le chapitre 1 ce matin, je vous annonce qu'on va en venir à bout. On essaie de parler joie militante pour essayer de faire un pas à côté, de se dire comment on milite ensemble. D'abord, c'est quoi le mot militantisme, c'est quoi la joie militante, et on essaie à partir de tout ça, et à partir de nos expériences, de nos vécus, de nos affects, de s'interroger et de proposer des pistes plutôt qu'un mode d'emploi, une recette toute faite. C'est bien l'objet de ce bouquin qu'on est en train de lire ensemble, traduit par, je pense que certains chez Davduf notamment, vous devez connaître cette militante Juliette Rousseau. Voilou. Et on continue pour les gens qui peuvent à donner. Vous voyez, on est à ça de 46 700, à 70 centimes de 46 700. Ça peut faire un joli compte rond. Ou alors, même si vous voulez monter jusqu'à 47 000, c'est encore mieux pour celles qui peuvent. Est-ce que les chatouilles en manif, ça compte ? Bah, pourquoi pas ? Ah, si c'est consenti, bien sûr. Et puis après, il y a des gens qui sont pas chatouilleux, quoi. Militons en chantant, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais vous proposer dans quelques instants un peu de musique. Mais on a presque terminé la lecture du chapitre. Alors, outre ces exemples très éloquents, le militantisme joyeux vit également dans l'art et la poésie, tiens, on en parlait à l'instant, qui permettent aux gens de penser et ressentir différemment. Il s'exprime dans des formes plus discrètes de subversion et de sabotage, autant que dans des formes de soins, de liens et de soutien qui mettent au défi l'isolement et la violence de l'Empire. Il ne s'agit pas de se comporter d'une certaine façon, il s'agit d'un devenir qui reste ouvert et qui commence là où les gens se trouvent, quel que soit ce lieu. Il y a des formes qui sont déjà là, qu'on peut s'approprier et qu'on peut réinventer sans cesse. Et ces formes-là, le fait de se les réapproprier, de les faire réémerger sans cesse, de façon un peu liquide, si vous voulez, avec cette eau toujours présente qui attaque les digues de l'Empire avec un grand E. C'est ça la joie militante que nous décrivent l'autrice et l'auteur de ce bouquin, autrice et auteur qui s'appellent Carla Bergman et Nick Montgomery. Voilà. Je sais pas si vous avez... je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce bouquin, celles qui viennent d'arriver. Non, c'est pas rien, 70 centimes, c'est déjà beaucoup, Junior. Hein. Non, j'ai pas voulu du tout dire ça, en tout cas. Et coucou les lurquereuses, bien sûr. On aborde la toute fin du chapitre, là, qui s'intitule « Commencer là où les gens se trouvent ». Pas le chapitre lui-même, mais la sous-partie. Commencer là où les gens se trouvent. La joie émerge non pas de la poursuite d'un but distant, mais par la lutte dans une situation donnée. Elle surgit souvent de la capacité à dire non, à refuser ou à attaquer les formes de vie affaiblissantes servies par l'Empire. Elle peut venir avec une émeute ou une barricade, ou par le refus du bonheur insipide qu'offre l'Empire et le choix d'être présent au deuil.
En définitive, c'est aux gens de la trouver par eux-mêmes, en composant avec les gestes, les histoires, les relations, les émotions, les textures, les événements à l'échelle du monde, les quartiers, les ancêtres, les langues, les outils et les corps, d'une façon qui permette à quelque chose de nouveau d'apparaître, de creuser une brèche dans l'Empire. Ce qui ne peut pas aller avec le militantisme machiste et figé qui tente de contrôler le changement par le haut. Ça ne peut pas être un genre de perspective plus radicale que moi, tu meurs, qui occupe une position fixe et défend une seule façon d'aller de l'avant. Comment crée-t-on des situations dans lesquelles nous nous sentons plus vivantes et capables qu'auparavant ? Qu'est-ce qui peut déstabiliser l'intransigeance de l'oppression ? Qu'est-ce qui peut créer plus d'espace dans lequel se mouvoir et respirer ? Qu'est-ce qui encourage les gens à refuser les pièges courants du moralisme, de la certitude ou du perfectionnisme pour leur préférer l'accroissement du pouvoir collectif et la créativité ? Les réponses à ces questions sont infiniment variées et complexes. Militer pour le collectif, faciliter le changement, implique de faire confiance aux gens pour trouver le chemin par elles-mêmes et ensemble, avec l'envie de participer ouvertement au processus. Et c'est ce qu'on verra ensuite à travers la lecture du chapitre 2. Demain matin, on se retrouvera sur cette même chaîne à 8h du matin. Je commencerai donc 2 heures plus tôt. Ça commencera un peu plus tôt demain matin. Donc à 8h, on se retrouve pour continuer la lecture de ce bouquin, Joie militante, qui, à titre personnel, m'a déjà apporté beaucoup de joie et d'émerveillement devant autant de richesses, de témoignages, de tout un tas de choses. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, dans la dizaine de minutes qui nous reste, c'est de vous refaire écouter à nouveau un peu de live, un peu de musique live, pour alléger un peu tout ça, tout en restant dans le thème, puisque ce que je vais vous proposer maintenant, et je vous proposerai en fait 2 choses maintenant, dans la dizaine de minutes qui nous reste, avant de passer l'antenne à la personne qui va streamer après moi, et dont je ne me souviens plus qui c'est, soit dit en passant. On va faire 2 choses. On va écouter ensemble un live du groupe que celles qui étaient là ont déjà entendu tout à l'heure, Trupicha de Boldo, un groupe brésilien qui s'est notamment pas mal engagé comme il pouvait, ce groupe de musique, contre évidemment le bolsonarisme, contre tout ce qui a été en recul, en régression, en tentative de l'Empire de tout rejuguler. Et ce groupe, il a notamment écrit une chanson au moment où Bolsonaro était en passe de prendre le pouvoir, il y a 4 ans de ça, un peu plus maintenant, c'était en 2018 en tout cas, et ça s'appelle « Vão livre ». Ils iront libres, et dans le refrain ça chante, vous allez l'entendre, Ele não, lui non, qui était un slogan anti-bolsonariste qui était puissant en 2018, et ça renvoie un petit peu à ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient de lire ensemble à travers ce bouquin Joie militante. C'est que la rébellion, la lutte, elle commence par un cri, et Ele não était le cri de rébellion du début de la lutte contre Bolsonaro au moment où il accédait au pouvoir au Brésil en 2018. On va écouter ça, et ce que je vous propose, c'est pendant ce temps, vous pouvez... Ah, c'est toi, Tuyo. Oh, coucou. Écoute, plaisir de te passer l'antenne juste après. Et donc, tu dois être déjà dans les starting blocks, comme on dit. Expression de boomer, hein, excusez-moi, je suis vieux. Donc, on va écouter ça, et pour les personnes qui veulent, vous continuez à dire dans le chat ce que vous avez pensé. Dans les quelques minutes qui nous sépareront de la fin du stream, je vous lirai et on pourra commenter ça ensemble. C'est parti, on se lance sur ces petites minutes de musique là, et on se retrouve juste après pour finir la discussion ensemble.
museu, e não será em vão cantarmos o refrão. Eu vou, você vai, nós vamos ao vão do museu, e não será em vão cantarmos o refrão. Ele não, enquanto houver o vão, o canto é esse lugar, cantando ele não, enquanto houver o vão, o canto é esse lugar, cantando ele não. Eu vou, você vai, nós vamos ao vão do museu, e não será em vão cantarmos o refrão. Ele não, enquanto houver o vão, o canto é esse lugar, cantando ele não, enquanto houver o vão, o canto é esse lugar, cantando ele não. Luz no fim do vão, lutar no centro, linha do horizonte, o chão, o vento, a tinta, o tempo, o sol de cada olhar no escuro intenso. Ele não, todo mundo, enquanto houver o vão, o canto é esse lugar, cantando o quê? Cantando ele não, todo mundo, ele não, enquanto houver o vão, o canto é esse lugar, cantando ele não, enquanto houver o vão, o canto é esse lugar, cantando ele não, todo mundo, ele não, enquanto houver o vão, vão livre, o canto é esse lugar, cantando ele não. Voilà, Truchaj Boldo. Voilà un peu de joie militante en musique. Ça illustrait, je trouve, assez bien tout ce qu'on s'est raconté ce matin, en fait, à travers cette lecture. Il est 11h55. Alors, qu'est-ce que vous avez raconté dans le chat pendant... Donc, merci Tuyo pour ta ref. Malheur militant de Rémi Lefebvre, j'irai voir ça. Rémi Lefebvre, qui est un chercheur, je crois, en sciences politiques, qui a pas mal bossé sur la gauche dans ses évolutions contemporaines, qui est souvent interrogé. On l'entend souvent dans un certain nombre de médias, je crois, Rémi Lefebvre, pour évoquer notamment les transformations de la gauche, avec, on l'entendait pas mal commenter
les présidentielles et législatives, l'Union populaire, l'émergence de la NUPES, tout ça. Qu'est-ce que ça disait de cette évolution, cette tectonique des plaques des organisations militantes traditionnelles et tout ce qui est en train de les traverser comme mouvement en profondeur, hein. Il n'y a pas d'un côté des organisations traditionnelles sclérosées où plus rien ne se passe, et à côté une joie militante vibrillonnante et parfaite. Cette joie militante, elle innerve partout et elle a un côté très liquide. C'est ce qui me marque moi beaucoup dans ces 2 heures de lecture ensemble, c'est que la joie militante, c'est quelque chose de très liquide, c'est quelque chose qui est toujours là, c'est toujours là comme l'eau. Il y a une espèce de cycle qui est pas forcément, qui est complexe en tout cas, et en même temps, je crois que c'était Démocrite qui disait ça, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Donc on est toujours dans la réinvention, mais dans réinvention, il y a et donc il y a cette importance de l'histoire populaire, l'histoire vue par les dominés. Et vous savez, c'est eux qui me connaissent, à quel point ça me tient à cœur pour dire le mot cœur, pour parler d'affect. Joie militante, c'est nos affects qui se rencontrent et qui produisent quelque chose, qui produisent de la rébellion joyeuse, quoi. Voilà. Donc on n'est pas... C'est peut-être Zénon, effectivement, Skochko, je sais pas. Donc voilà, c'était ma tentative de conclusion de la matinée. Comme je l'ai dit juste avant le petit extrait musical de Trupicha de Boldo, pardonnez mon accent portugais. Comme je l'ai dit juste avant, en ce qui me concerne, on se retrouvera demain à 8h sur cette même chaîne pour poursuivre la lecture, hein. On lira le chapitre 2. Et donc on va en savoir un peu plus sur cette joie militante, comment elle se reconstruit sans cesse. Voilà, j'espère que ce moment de lecture vous a plu. On continue la lutte ensemble sur Piquet de Stream comme ailleurs, avec nos moyens, avec nos capacités qu'on met en commun. On essaie de bâtir, on essaie de construire de la joie aussi ensemble, et on essaie de faire autre chose effectivement que de la rigidité militante où on est trop dans le contrôle. Et voilà quoi. Après ce moment lecture, je vais donc vous laisser avec Tuyau, qui va nous faire quoi ? Est-ce que tu es présent dans le Discord, Tuyau ? Est-ce que tu m'entends ? Et est-ce que tu veux nous présenter ce que tu vas faire avant que je rende l'antenne ? Oui, est-ce que tu m'entends ? Je suis là ? Oui, je t'entends. Je ne sais pas si les autres entendent aussi. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super, c'était très intéressant ta petite lecture. Alors j'ai suivi que la fin, mais c'était très intéressant et très réconfortant d'écouter ça, d'avoir ça dans les oreilles. Merci, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de se lire ensemble ce genre de truc. Bah ouais. Parce que des fois on se dit, quand on sort d'une lutte, on se dit, il y a plein de trucs à retenir, il faut que je le note absolument, on a plein de leçons à retirer de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on pourrait faire mieux. Ouais. Après on passe à un autre truc, et du coup on refait les mêmes bêtises, donc c'est dommage. Donc ce bouquin il sert aussi à ça. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Et ben moi, alors on va changer complètement de registre. On va aller taper des méchants sur Hades. On va aller un peu se détendre après. Enfin, remarque, voilà, mais on va aller se affronter Emmanuel Thésée, le méchant de Hades. Parfait. Allons taper les méchants, c'est aussi ça la joie. C'est aussi ça la subversion, la révolte, la rébellion joyeuse. Et ben nickel, joli programme. Et merci pour les 50 balles, ça vient terminer en beauté. Merci beaucoup camarades, merci pour tous vos dons, quel que soit leur montant. Merci aux personnes qui donnent pas mais qui sont là. Merci à toutes vos formes de lutte. On se retrouve demain à 8h, je vous laisse avec Tuyau entre deux bonnes mains plutôt que moins. et je vais faire le traditionnel décompte